On nous apprend très tôt à bien faire, à rentrer dans les cases, à suivre des modèles qui fonctionnent, en apparence. Il y a un paradoxe que je vois souvent à la fois d'un point de vue personnel, mais aussi dans mes accompagnements, c'est qu'à force de vouloir bien faire, nous finissons par nous éloigner complètement de nous-mêmes. Et ce paradoxe-là, il m'intéresse énormément, parce qu'il touche autant des sportifs que des dirigeants, que celles et ceux qui cherchent leur juste place. Si j'ai voulu faire cet épisode, c'est entre autres pour explorer ce moment précis où la norme ne suffit plus. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu Sage, un recordman du monde qui a compris que la constance, l'écoute de son ADN et le courage de l'inconfort valent parfois bien plus que la perfection. Vous êtes dans les coulisses du mental et je vous souhaite une bonne écoute à tous. J'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un dont le parcours va nous parler autant de performance que de lucidité intérieure. Et Mathieu, c'est vraiment un honneur, une joie de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que je trouve que ton chemin, il mêle plein de belles choses entre sport de très haut niveau, record du monde, prépa mentale, monde de l'entreprise, mais aussi beaucoup de transmission. Et dans les coulisses du mental, on aime vraiment prendre le temps d'aller voir ceux qui ne se voient pas, justement, toujours derrière les résultats. Et avant d'entrer dans le cœur de notre échange, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter avec tes mots et nous dire qui tu es ? Oui, bonjour Steve. Écoute, donc je m'appelle Mathieu Sage, j'ai 52 ans, bientôt 53, et je suis aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Dans le domaine de l'entreprise, je suis plutôt conférencier et préparateur mental, et j'accompagne aussi des équipes dans le monde de l'entreprise. Et je fais également la même chose dans le monde du sport de haut niveau, voilà, où j'accompagne et je prépare mentalement des sportifs de haut niveau qui font les JO ou des équipes, là aussi, une équipe nationale notamment. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la partie entreprise d'une part et sport d'autre part. Ok, super. Et sur ton passé, parce que ça va être peut-être notre premier angle de sportif, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as accompli, réalisé ? Ouais, alors en fait, moi, j'ai fait du ski de vitesse. J'ai démarré assez tard. Je démarre à 23 ans. On aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que ça fait partie du parcours, et démarrer une activité entre guillemets à haut niveau à 23 ans est assez peu commun. Du coup, j'ai fait du ski de vitesse depuis mes 23 ans. Alors je dis j'ai fait, mais je fais toujours. C'est-à-dire, je vais avoir 53 ans, c'est pour ça que je donnais mon âge. Et ça fait 30 ans que je suis sur le circuit. Et je suis toujours autant motivé, autant passionné par cette activité. Et aujourd'hui, la petite chose amusante, je cours avec les enfants des coureurs avec lesquels j'ai démarré le ski de vitesse à mes débuts. Donc c'est quand même assez cocasse. Belle longévité. Ouais. Du coup, j'ai fait ça je fais ça depuis 30 ans, et c'est un sport dont on ne vit pas financièrement. Et en fait, j'ai toujours travaillé. Donc j'étais étudiant. Ouais. J'étais au milieu de mes études, et puis j'ai poursuivi cette activité, alors certes à haut niveau, et bien qu'en équipe de France, je travaillais en parallèle. Ce qui fait que, alors, ce que j'ai fait au niveau de mon travail, j'ai travaillé plutôt dans l'encadrement commercial, on va dire. Je m'occupais d'équipes de vente, tout simplement. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et est-ce que tu as eu des petits titres, des records que tu aimerais Alors, partager oui, avec nous ? j'ai eu 2 titres de champion du monde en 2006 et en 2010. Ok. Et puis peut-être la chose dont je suis le plus fier, j'ai été recordman du monde. C'est-à-dire que j'ai été la personne la plus rapide du monde sur des skis de vitesse pendant 8 ans. J'ai eu ce record du monde pendant 8 ans. Voilà. Waouh. Ok. Alors, juste pour la petite information et pour les puristes, en termes de ski, si toutefois il y en avait, même si c'est pas l'objet là, mais petite parenthèse, en ski de vitesse, en fait, on a 2 disciplines. Ouais. En fait, c'est qu'une discipline, pardon. Il y a une discipline en ski de vitesse, et on peut la pratiquer avec 2 types de matériel. Donc la technologie n'est pas la même. J'ai fait les 2 disciplines. D'accord. Mais je n'ai battu le record du monde que dans une des 2, qu'on appelle la catégorie descente. En gros, on est habillé comme un descendeur traditionnel, quasiment comme un skieur du dimanche. Voilà. Ok. J'ai battu le record du monde dans cette catégorie, mais j'ai aussi fait l'autre catégorie, où là, j'ai été aussi très vite à 231 km/h. Voilà. Waouh. Trop bien. Écoute, ça fait une transition parfaite pour notre première thématique. Et j'aimerais, si c'est OK pour toi, qu'on revienne sur ce moment où, tu vois, justement, avant les titres, avant les records, j'ai l'impression que pour toi, il y a eu une longue période beaucoup plus silencieuse avec des années. J'ai l'impression peut-être même une dizaine d'années où pour toi, il n'y avait pas forcément, tu vois, peut-être les résultats tangibles en termes de records, de perf. Et j'aimerais peut-être qu'on commence par là et que tu nous partages avec le recul, tu vois, d'aujourd'hui,
Comment tu as structuré ce mental pour ne pas décrocher pendant ces années-là? Ouais, alors je te propose même d'aller encore un peu plus loin parce que ça va prendre tout son sens. J'ai battu le record du monde, j'avais 33 ans. Ouais. Et en fait, il y a eu 2 périodes de 10 ans qui ont précédé, le fait que je batte le record du monde et que je sois champion du monde à 33 ans. Il y a une première tranche de 13 à 23 ans où là, c'est, on va dire, la naissance du rêve. C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'ai rien du tout pour être sportif de haut niveau. Je suis asthmatique. J'habite, dans le centre de la France, donc c'est-à-dire à Bourges. C'est-à-dire qu'au niveau montagneux, on a quand même fait mieux. Ouais. J'allais une semaine au ski par an, avec mes parents, plus une semaine en colo de vacances, donc c'était quand même assez limité. Et pour autant, de 13 à 23, sur cette période-là, c'est vraiment la naissance du rêve, l'envie de pratiquer cette discipline. Mais c'est même plus qu'une envie, c'est devenu, j'allais dire, quasiment une obsession, quasiment un but dans ma vie, que de faire du ski de vitesse. Voilà. OK. Du coup, il y a eu toute cette phase de construction du rêve et de l'orientation de toute ma vie pour m'amener vers la pratique de ce sport. Ça veut dire le choix des études, le choix et le changement d'un lieu de vie pour venir en Savoie, etc., etc. Mmh. Et j'ai pu démarrer du coup à 23 ans. Donc ça, c'est la première OK. partie de 10 ans, 13-23, naissance du rêve, on pourrait dire. Et puis après, la OK. deuxième partie où je démarre. Et alors là, je démarre à 23 ans, alors plein d'enthousiasme. En plus, j'avais pris de l'élan, quoi. Ça faisait 10 ans que je voulais en faire. Mmh. Donc, j'avais vraiment une envie folle de faire. Et au bout de 2 ans, je suis dans le top 10 mondial. Je OK. fais une vitesse, donc c'est là, je réalise 231 km/h. Et là, c'est vraiment l'éclat total. Je suis dans le plaisir, j'en fais partie, entre guillemets. Mmh. Pour information, je faisais ça aux Arcs à l'époque, qui était la piste sur laquelle s'étaient déroulés les Jeux Olympiques de 92. Ouais. Donc, le site m'avait fait rêver. Je l'avais vu à la télé, forcément, comme la plupart, aux Jeux Olympiques, sport qui avait vraiment cartonné en termes d'audience. Du coup, tout était mythique. Le lieu, mythique. L'équipement, mythique aussi, c'est-à-dire se revêtir d'une combinaison plastique, d'un casque profilé d'aileron et de ski de 2,40 m, Mmh. c'est pas commun. Et du coup, tout convergeait vers ce plaisir. Voilà. Et je n'étais quasiment que dans le plaisir. OK. Or, pendant mes 10 premières années, de 13 à 23, j'avais quand même nourri aussi des ambitions. Et bien que je démarre mon activité sport sur le plaisir, au bout d'un moment, euh, l'objectif de performance me rattrape quand même. Mmh. Et plus ça va, plus je pratique, plus je maîtrise, mais je ne gagne absolument rien pendant mes 10 premières années. Alors certes, je me fais plaisir, certes, je réalise mon rêve, mais commence à naître de manière, comment dire, croissante, une espèce de frustration de ne rien gagner. Mmh. Toujours bien placé, top 10, top 4 français. Voilà, les top 4 français, j'ai bien connu cette place, mais rien du tout, mais vraiment rien. Avec le paroxysme qui arrive en mars 2006 où c'était quasiment sûr que j'allais gagner les championnats de France, j'avais tout fait, enfin toutes les conditions étaient réunies, je m'étais donné tous les moyens et vraiment tout convergeait pour que je gagne. Mmh. Et je ne gagne pas ces championnats de France. Je fais des erreurs, je gagne pas et je finis 4e encore une fois. OK. Et alors là, il se passe quelque chose en mars 2006, du coup, il y a un tournant décisif. C'est-à-dire, je prends les skis, tout mon matériel, je mets tout ça de côté et je dis stop, j'arrête le ski de vitesse, trop de frustration, etc. Pas de résultats à la hauteur de mes aspirations ou de mes ambitions, j'arrête. Je Mmh. pense que cette phase a dû durer entre 5 et 15 minutes à peu près. OK. Et je me suis décidé d'aller rechercher mon matériel, me dire, OK, Mathieu, si tu veux changer tes résultats, tu changes la manière dont tu t'y prends. Et à partir de là, j'ai, pour m'aérer l'esprit, pour libérer mon mental, j'ai changé de cadre, j'ai envie de dire. Et Mmh. j'ai tout changé, mais tout changé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé dans l'autre catégorie, en catégorie descente. Pourquoi? Pas de référent. C'était toujours le même sport, hein, c'est du ski de vitesse, c'est le même. On part tous en même temps, tout mélangé. Enfin, je veux dire, les conditions sont les mêmes, c'est les mêmes compétitions, tout est pareil, c'est juste le matériel qui change. OK.
Du coup, je me suis dit, ça va m'offrir une fraîcheur. Je vais sortir, entre guillemets, du cadre Mhm. qui est certes nécessaire pour la performance, mais qui, pendant 10 ans, a été en fait un peu sclérosant pour moi parce que j'écoutais ce qu'on me disait, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça, et je n'arrivais pas à me retrouver. Du coup, j'ai tout fait voler en éclats. Et je suis allé dans l'autre catégorie pour me faire plaisir et ne revenir qu'à une sensation de plaisir, quasiment pour retrouver, j'ai envie de dire, le plaisir initial que j'avais eu quand j'ai Mhm. démarré. Et Trop n'être bien, que là-dessus. Ouais. C'était trop bien. vraiment, je pense qu'inconsciemment, c'était ça. Donc, être centré que sur le plaisir. Deux, faire péter le cadre avec, en enlevant tout ce qu'on avait pu me dire, tous les conseils, tous les trucs. Donc, nouveau matériel, tout neuf. Tout Ouais. était neuf. Mhm. Et moi compris. Et chose étonnante ou non, 1 mois et demi après, du coup, je gagne le mondial aux arcs, les championnats du monde aux arcs. Et le même jour, je bats le record du monde. Voilà. Waouh. Et Ouais. voilà, 1 mois et demi après cette déception sur le championnat de France, je bats le record du monde. Et là, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que je deviens. On pourra reparler de cette journée en détail Ouais. si tu veux, mais je. Enfin, c'est comme une sorte d'aboutissement où mon rêve d'enfant, qui était de battre leur corps, euh, ben, en fait, se réalise. Et là, Mhm. il y a une sorte d'aboutissement, une sorte de plénitude assez incroyable. Et, euh, et recordman du monde, enfin, dans l'esprit de tout sportif, quel que soit le sport, c'est assez mythique. Parce Mhm. que tu dis, waouh, en fait, personne que Ouais. moi n'est allé plus vite Et oui. dans cette discipline. Et il y a quelque chose d'assez grisant. Alors, je pense pas que ça ait nourri mon ego, alors peut-être un peu, mais c'était vraiment, je pense, la réalisation du rêve, une sorte d'aboutissement. Mhm. Euh, voilà. Trop bien. Alors, il y a plein de choses que tu as dit Ouais. que j'adore. Je te revienne sur mars 2006 un petit peu plus tard, mais que on revienne sur, dans ce que tu m'as partagé, en fait, l'utilité peut-être de cette tranche de 23 ans et plus et de ces 10 années, tu vois, avec le recul. Ça a été quoi l'utilité de passer et de vivre ces moments-là pour toi? Alors, il y a plusieurs avantages et plusieurs bénéfices à cette tranche où je n'ai paradoxalement rien gagné. Déjà, j'ai accumulé énormément d'expérience. Mm. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, j'avais une connaissance extrêmement fine de tous les ingrédients qui font la performance. Autant les ingrédients techniques, technologiques, que de position, etc. Quand je parle de la technologie, pour faire simple, on a le fartage, la structure des skis, le casque, sa position, etc. Mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la dimension, on va dire, humaine et peut-être aussi mentale. C'est-à-dire la capacité à gérer ses émotions, Mhm. etc. Donc tout ça, ça m'a permis de tester, sans gagner, hein, mais d'avoir une connaissance extrêmement approfondie. Mhm. Et je pense qu'en fait, toute cette partie-là était un substrat nécessaire pour les 10 années d'après où j'ai tout gagné pour le coup. Mhm. Euh, voilà. Alors, donc, pour répondre à ta question, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai appris de moi pendant ces 10 années. L'erreur que j'ai faite avec du recul, si j'avais à réécrire l'histoire, c'est qu'en fait, je n'ai pas été accompagné mentalement pendant ces 10 années. Et je pense, enfin j'en suis même sûr, euh, que j'aurais été accompagné mentalement, j'aurais raccourci cette durée de 10 ans et j'aurais peut-être gagné plus tôt. Ou peut-être n'aurais-je jamais gagné. Mhm. Après, je peux pas réécrire l'histoire. Mais en tout cas, je peux assurément dire que le fait de ne pas avoir été accompagné m'a fait galérer pendant 10 ans. Et du coup, alors, en tant que préparateur mental aujourd'hui, je connais l'impact du mental et tous ses avantages et tous ses bénéfices. Mhm. Et c'est assez paradoxal aujourd'hui de te dire ça, que je n'ai pas fait appel à l'époque à un préparateur mental parce que je n'avais pas la conscience, je n'avais pas la lucidité. Et j'ai fait appel à un préparateur mental après avoir gagné, après 2006. Dès que j'ai commencé à avoir le record et être champion du monde, je me suis dit là, ok, je ne recommence pas. Mhm. Et tout J'ai seul, je ne m'en compris. sortirai pas. Ouais. J'ai compris, ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai fait appel à un préparateur mental, ce qui m'a permis très probablement de gagner 4 ans après Mhm. les autres championnats du monde. Voilà. Trop bien. Et tu as dit une petite phrase que j'ai adorée, c'est que ça m'a permis de mieux me connaître, d'apprendre sur moi, justement, avec le recul. Qu'est-ce que ça t'a
appris sur toi? Ces moments précieux, des fois, qu'on peut voir alors de l'extérieur de galère, mais Ouais. c'était quoi le trésor pour toi là-dedans? Alors, le trésor pour moi, je pense que c'est le savant ou le subtil plutôt, le subtil dosage entre respecter les choses nécessaires pour performer, les choses que tout le monde fait, les choses qu'il faut faire. On va dire la base commune que tout le monde doit faire, Ouais. et les aspects individuels qui font ton propre ADN et qu'il ne faut pas endormir ou laisser, comment dire, submerger par les choses qu'il faut absolument faire. C'est comme s'il y avait deux réservoirs. Mmh. Les choses qu'il faut faire, ça, ok, et ton ADN et ta touche, ta patte. Je vais donner un exemple très concret. La position. La position en ski de vitesse, elle est fondamentale. Mmh. C'est ta position qui te permet de pénétrer l'air le mieux possible et a priori d'aller le plus vite possible. Donc là, il y a des normes. On connaît quelques principes de base. Sauf que, à force de ne pas performer, tout le monde me disait ouais, mais la norme c'est ça, la norme c'est ça, la norme c'est ça. Du coup, j'essayais de rentrer dans cette norme en occultant complètement qui j'étais. Mmh. C'est-à-dire ma zone de talent, mais aussi mes zones de faiblesse. Je vais donner une zone de faiblesse très concrète. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement souple, physiquement parlant. Du coup, j'ai pas une position très aérodynamique, etc. Du coup, j'essayais, alors que j'avais une caractéristique où j'étais pas extrêmement souple, de caler quelque chose techniquement où je devais être extrêmement souple comme les autres. Du coup, j'essayais de faire rentrer des ronds dans des carrés, ça fonctionnait pas. Et la période d'après, quand j'ai complètement lâché la rampe, si je peux dire, en termes de cadre, ouais, ok, il y a des règles à respecter, il y a des grands principes de base, mais je vais faire comme je le sens. Mmh. Et à partir du moment où j'ai fait comme je l'ai senti, en termes de position notamment, pour prendre juste cet exemple-là, j'avais pas une position qui était très académique, qui était pas très aérodynamique. Et pour autant, c'est une position extrêmement efficace que j'arrivais à maintenir du haut en bas de la piste sans variation. Et en fait, je n'étais pas parfait, par contre j'étais constant. Et cette constance pendant le run fait que j'ai performé. Trop bien. Il y a plein de beaux messages sur la constance versus la perfection. Ouais. Et j'entends aussi sur l'importance, comprendre qu'il y a un tronc commun, mais qu'en plus de ça, il y a ton unicité et que ça demande du sur-mesure aussi pour doser les choses en fonction de ça. Ouais. Et également, cette idée de quand on veut rentrer dans la norme, on est en force et c'est pas forcément la meilleure stratégie. Ouais, et c'est le dosage à trouver. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire avec les personnes que j'accompagne en prépa mentale, sport, entreprise. Hein, c'est un peu la même chose en fait, mais c'est se baser et être un peu en équilibre sur les deux aspects. C'est-à-dire que oui, il y a des choses que tu dois faire, mais il y a des choses aussi que tu sens et fais-les aussi à ta manière. Et essayer de trouver le juste équilibre entre les deux. Et le terme d'unicité dont tu parles, il est tout à fait juste. Et ça, en fait, moi, je l'ai occulté pendant 10 ans. Ok. Alors, avec le recul, tu vois, c'est quoi les meilleures fondations mentales que tu as construites pendant cette période-là? Tu parlais tout à l'heure de gestion des émotions. Est-ce que tu as un exemple concret dans la gestion des émotions? Qu'est-ce que tu as su mettre en place? Et peut-être d'autres fondations qui te viennent en tête? Ouais. Alors, je vais répondre à ta question, mais avant, je voudrais peut-être expliquer ce qu'est le ski de vitesse, parce que du coup, ça va avoir une incidence sur comment on se prépare mentalement et surtout les impacts au niveau du mental. Vas-y, je te Alors, suis. juste pour informer, ouais. Bon, ça va aller vite, attention. Du coup, le ski de vitesse, en fait, c'est un sport extrêmement simple où l'objectif est que l'on parte tous d'un même point sur une piste et qu'en ligne droite, on atteigne la vitesse maximale en bas de piste sur une bande de 100 mètres. Et c'est là, en fait, où ils vont mesurer notre vitesse, sur une bande finale de 100 mètres. Et plus ça va dans la compétition, plus on va monter en altitude. Plus on monte en altitude, a priori, plus on va aller vite. Donc on part tous du même point. Pour aller, si on le peut, si les conditions le permettent, pour aller jusqu'au point maximal de la piste. Alors les pistes, elles sont toutes dans des endroits naturels, donc elles ont toutes des profils différents. Pour donner l'exemple des deux pistes les plus rapides au monde et celles sur lesquelles j'ai fait le plus de run, c'est Vars, dans les Hautes-Alpes, qui est encore active aujourd'hui, et les Arcs, qui n'existent plus. Enfin, la piste n'est plus exploitée. Pour reprendre Vars, aujourd'hui, où je serai du coup la semaine prochaine pour une Coupe du Monde, Ok. cette piste de Vars,
elle a une pente incroyable en partie sommitale. Elle fait 98% de pente. Waouh. C'est-à-dire que ça nous permet de passer de 0 à 200 km/h en moins de 6 secondes. C'est-à-dire que c'est une accélération qui est encore plus puissante que celle d'une Formule 1 ou qu'un avion en phase initiale de décollage. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'accélération est telle que ça va avoir une incidence sur ta gestion mentale et émotionnelle du run. Le run, c'est le passage, en fait. Ça veut dire que quand tu es en haut de la piste, et du coup, je sais plus si je réponds à ta question, mais tu me recadreras si besoin, tu me rediras. Du coup, fort de ces explications-là sur le ski de vitesse, quand tu es en haut de la piste et quand tu es au départ, tu as énormément de choses à gérer. Tu as, comme dans tous les sports, la dimension, on va dire, technique, ce que tu dois faire. Donc, choisir ta ligne, qui est différente de celle du voisin. Tu vas regarder ton positionnement, enfin la manière dont tu te cales, etc. Tu as le choix de tes skis, le choix du fartage. Donc, toute la dimension, on va dire, technique, technologique. Et puis, tu as la dimension, j'ai envie de dire, humaine, avec le mental et notamment la gestion des émotions. Et le corps aussi là-dedans. Le corps, bien sûr, absolument. Lui, ça doit être un choc incroyable. Ouais. Alors, c'est pas un choc au sens physique du terme, mais tu te prends une accélération qui est foudroyante, c'est-à-dire que tu accélères plus vite qu'un parachutiste qui va se jeter d'un avion, en fait, parce qu'on a optimisé toutes les forces de frottement. Du coup, on accélère de 0 à 200 en moins de 6 secondes, c'est colossal. Du coup, effectivement, tu as la dimension... donc, on va dire la tête, si on est précis, on a le cœur, les émotions, puis on a aussi le corps. Et du coup, il est intéressant d'être aligné sur ces trois aspects. La tête, au niveau, on va dire cerveau, c'est la capacité à savoir quoi faire, à savoir comment faire, à savoir où est-ce que tu mets ton énergie. Parce que tu as plein de choses autour de toi qui auraient tendance à te faire perdre ton énergie. De la distraction, regarder ton concurrent, voir dans les moindres signaux non-verbaux ceux qui sont à l'aise et ceux qui ne le sont pas, l'environnement, enfin bref, il y a plein de choses. Ça, c'est la dimension être focus, être capable de mettre son énergie sur les bonnes choses. Et t'as peu de choses, il faut faire extrêmement simple. Moi, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il faut faire du simple, il faut simplifier. T'as plein d'idées, t'as plein de choses qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là. Il faut essayer d'arriver... Alors, ce qu'on appelle faire le vide, alors c'est peut-être pas complètement le vide, mais au moins être centré sur une ou deux tâches principales. Ensuite, tu as la gestion de tes émotions. Les émotions, elles sont... il y a tout type d'émotions qui peuvent te traverser. De par l'activité, tu as quand même un truc à faire. De par l'enjeu final d'un championnat du monde ou run de tentative d'un record du monde, les conditions météo ou de neige pour qu'un record puisse être battu, ça arrive peut-être une fois tous les 2 ou 3 ans. Donc, quand ça vient, faut pas se louper. Une fenêtre de tir. Exactement. Du coup, au niveau des émotions, tu peux être bombardé par de l'excitation, du plaisir, mais aussi peur et doute. Moi, j'ai vu des personnes très fortes techniquement, mais qui étaient livides avant de partir, qui s'écroulaient émotionnellement parlant. C'est-à-dire qu'avant de partir, je savais qu'elles étaient cuites. Ça se voit. Le corps est un reflet en fait de notre état interne dans certains moments de nos émotions. Donc, en résumé, tu as la tête, être aligné, être focus, tu as les émotions, où il faut, selon moi, être stable émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas. Ça veut dire que l'idée est que tes émotions, quelles qu'elles soient, ne te fassent pas vriller, ne te fassent pas sortir de ce que tu dois faire. Et puis, tu as la dimension, comme tu le disais, physique, j'ai même envie de dire physiologique. C'est la capacité à gérer ta physiologie. On est en haute altitude, avec le soleil, avec le vent, avec le froid, donc des conséquences sur la déshydratation, par exemple.
gérer aussi le stress, tes émotions vont avoir un impact sur ta physiologie, augmentation du rythme cardiaque, etc., etc. Bref, tu as plein de choses qui pourraient physiologiquement et du coup physiquement te faire aussi craquer. Du coup, ce que j'ai appris de manière empirique, puis après que j'ai capitalisé avec du savoir, de la connaissance, et que maintenant j'utilise au quotidien pour moi et pour ceux que j'accompagne, c'est cette capacité effectivement à être totalement aligné entre la tête, le cœur et le corps pour que on soit dans une sorte de congruence et que un éventuel axe faible dans tout cela ne te fasse pas craquer sous la pression. Sortir de ton axe, hein, c'est ça. Exactement. Alors quand je dis l'axe, je parle de tête, corps, cœur. Je parle de ces axes-là. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand la pression était forte, c'est souvent sur notre axe le plus faible que l'on craquait. Quand la pression est forte, c'est sur l'axe faible que l'on craque. Alors souvent on m'objecte, oui, mais bon, il faut des points forts pour gagner. Ouais, c'est vrai. Mais avant de gagner, il faut surtout ne pas perdre. Et si on veut ne pas perdre avant de gagner, et du coup je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai quand même beaucoup perdu au début, je me suis rendu compte que avant de gagner, il fallait pas perdre, et pour ne pas perdre, il fallait être fort, même sur ces axes qui pourraient être les plus faibles et qui pourraient nous faire craquer sous la pression. À titre perso, il m'est arrivé de craquer. Ouais, il m'est arrivé de craquer. Je donne un exemple. C'est un peu étonnant cet exemple, mais en 2009, run de finale, je gagne la demi-finale. Je gagne la demi-finale et la météo se bâche, le ciel se bâche et l'organisateur dit « Ok, on arrête là, on solde les comptes. Du coup, je suis champion du monde. » Je dis « Trop bien, super, champion du monde. » Et alors là, chose incroyable, le ciel se rouvre et le truc que j'ai jamais vu, l'organisateur dit « Non, mais en fait, ok, on va faire quand même la finale. » On repart. Donc je suis passé de je suis champion du monde à quelques minutes après non, mais en fait on repart. Et du coup j'ai été incapable de me remobiliser et je finis 3e de ces championnats du monde en 2009. Du coup ça m'a énervé, l'année d'après du coup je les gagne. Mais voilà, un exemple typique de mauvaise gestion de son état émotionnel. Je n'ai pas réussi à me remettre dans l'état émotionnel ou donc sortir de cette excitation, de cette joie, et me remettre dans un état de concentration et d'émotion, on va dire, plutôt neutre, pour pouvoir performer. Trop bien. Incapable de le faire. C'est hyper intéressant. Je te propose peut-être dans une autre partie, on ira voir concrètement les outils ou les clés que tu aimerais partager sur se remettre dans cet état de concentration et de gestion des émotions. Et je te propose qu'on bascule, alors on l'a déjà un petit peu abordé, mais sur ce point pivot, tu vois, cette bascule en mars 2006 où tu choisis de tout changer, de te tester dans une nouvelle catégorie, la descente. Et en fait, ça me fait penser, ce que tu partageais tout à l'heure, aux travaux de ce coach américain, Steve Chandler, qui parle passer du mode réaction à création. Ouais, ça me fait beaucoup penser à cette idée de ok, c'est passé ça toutes ces années. Alors, est-ce que je suis dans la réaction, je reste dans cette boucle-là, ou alors je passe dans mon mode créatif et je change les cartes, je change les règles du jeu, je change mes repères, je change le cadre pour aller explorer autre chose, tu vois. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça et aussi mentalement, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, tu vois, ce changement de catégorie en termes de repères et de confiance? Ouais. Alors en fait, sur les deux termes que tu évoques, réaction, création, je rajouterais même une chose intermédiaire entre les deux. Je rajouterais même le mot inconfort. Ouais. En fait, dans mon cas précis, j'ai réagi en arrêtant le ski de vitesse et en reprenant le ski de vitesse 15 minutes après, comme je te le disais tout à l'heure. Donc là, j'ai réagi en me disant, ok, si tu veux changer tes résultats, tu changes la manière dont tu t'y prends. Réaction. Après, je me suis quand même mis en inconfort. C'est un inconfort incroyable. C'est-à-dire l'inconfort de vouloir arrêter le sport qui est mon rêve de gosse, l'inconfort de me mettre dans une nouvelle... Enfin,
dans une nouvelle catégorie. C'est la même discipline, mais c'est une nouvelle catégorie. C'est-à-dire, je n'avais ni les skis, ni la combi, ni le casque, ni les bâtons, je n'avais rien, ni les chaussures. Wow. Et je me suis tout procuré en un mois. Je me suis fait prêter du matos. Je me suis fait prêter des skis par le recordman du monde de l'époque. Il m'a prêté les skis la veille. Ok. Et Génial. juste pour info, et donc il me prête des skis. Je skie avec un jour ou deux et je bats le record du monde avec. Je suis sur le podium. C'est la première fois où je gagne de l'argent de ma vie. C'est la première fois de ma vie où je gagne de l'argent en ski de vitesse. Le jour du record du monde, on me remet 500 € sur le podium. C'est la première fois que je gagne de l'argent. Et je prends les 500 € et je vais les filer au mec à qui j'avais acheté les 2 paires de skis. Et du coup, voilà, mon argent était dépensé immédiatement. Réinvesti directement. Ouais. Donc, tout ça pour dire, pardon de cette digression, mais je pense que le maître mot, ça a été inconfort. Je suis allé chercher l'inconfort pour sortir d'une zone qui était très confortable pendant 10 ans. Enfin, confortable et inconfortable, mais très confort, en fait, puisque je gagnais pas, c'était une sorte de ronron depuis 10 ans. Donc, c'était une situation, on va dire, constante et de fait confortable, mais qui ne me convenait pas. Et en fait, je pense que ça m'a, cette réaction et inconfort m'a permis de rentrer dans une phase, comme tu disais, de création, où, du coup, j'ai créé ma voix, entre guillemets, avec mon nouveau matos. J'étais dans une fraîcheur incroyable. Et j'ai fait avec mon ADN, avec ma position, pas super académique, mais j'ai performé. Ouais. Et je trouve ça hyper, hyper intéressant. Mais est-ce que tu arrives aujourd'hui, avec le recul, de dire c'est quoi? C'est une phrase que tu t'es dit, tu dis là, c'est plus possible, tu vois, ce déclic, ce qui joue dans ta tête, qui fasse, tu vois, la réaction à, je passe de la réaction à la zone d'inconfort pour ensuite aller dans la création. Mais en fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est stop, quoi. Fini. Je ne veux plus de cet état-là. Où certes je vis mon rêve, mais dont les résultats ne sont pas à l'auteur de ce que j'attends. Donc stop, ce n'est plus possible. C'est point de rupture. Ouais. Stop, parce que en fait, je sentais qu'il fallait mettre un coup de pied dans la fourmilière, en fait, et arrêter, en fait, le confort dans lequel j'étais, ce qu'on me disait de faire, quoi faire, les rituels. Enfin, je m'endormais, en fait. J'étais complètement anesthésié, me semble-t-il, par cette espèce de ronron où je m'habituais à des places qui n'étaient pas forcément celles auxquelles j'espérais. Enfin bref, donc ça m'a permis de rompre et de couper avec un certain fonctionnement trop constant. Et je suis allé chercher, je pense, inconsciemment l'inconfort. Et après, en fait, j'ai compris cette méthode-là, enfin cette mécanique-là. Et aujourd'hui, mon rôle de coach ou de préparateur mental, c'est d'arriver à mettre l'autre en inconfort. Alors juste avec le bon dosage. Hein. Si tu mets trop d'inconfort, ça pète. Si t'en mets pas assez, et c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans avec moi, si tu mets pas assez d'inconfort, rien ne bouge. Et je pense qu'inconsciemment, et maintenant j'arrive à mettre des mots dessus, mais j'ai décidé d'un inconfort avec une intensité assez forte pour pouvoir me faire bouger. Sinon, je serais peut-être encore dans le même état. Et du coup, il y a et l'inconfort et l'intensité de l'inconfort que j'ai, me semble-t-il, bien dosé. Un peu tardivement, mais je l'ai bien dosé. C'est génial. Ça me fait écho à tellement de choses, tu vois, aussi en accompagnement de coaching que je réalise. L'importance, alors des fois le danger du confort et l'importance, non, avec le bon dosage, mais de sortir de cette zone de confort, parce que c'est souvent là qu'il y a des axes de croissance incroyables. Moi, si je te donne un exemple perso que j'arrive à analyser maintenant avec le recul, mais à mes 20 ans, je suis parti tout seul au Canada, alors que j'étais quelqu'un d'ultra timide, introverti. Et ça me semblait à l'époque, mais un truc ingérable de partir seul en connaissant personne, en allant étudier dans une langue que je maîtrise pas du tout. Et avec le recul, c'était peut-être l'un des plus beaux cadeaux et tremplins dans ma vie actuelle, tu vois. Et ça, je sais pas, ça m'a fait penser à ça, cette sortie du confort
Alors, on n'est pas tout de suite bien dans ses chaussures, mais en tout cas, c'est tellement formateur et ça ouvre tellement de nouvelles perspectives, tu vois. Ouais, et ce que je trouve intéressant dans ton cas ou dans celui que j'ai pu exprimer, c'est que là, en l'occurrence, on s'est mis soi-même en inconfort. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on a besoin de l'autre pour se mettre soi-même en inconfort. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que je n'avais pas été accompagné pendant mes 10 premières années. Mhm. Et si je l'avais été, je pense que la personne qui m'aurait accompagné à l'époque, en préparation mentale, m'aurait un peu poussé à sortir un peu plus tôt de cette zone de confort. Donc là, les événements ont fait que je l'ai fait moi-même, mais il m'a fallu du temps pour le faire moi-même. Les C'est un fameux 10 ans dont process. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce qui est intéressant dans un accompagnant, préparateur mental ou autre, c'est qu'il peut accélérer ce processus. Mhm. Voilà. Alors c'est pas lui qui choisit l'inconfort, mais il peut, avec l'effet miroir, etc., t'obliger à te poser les bonnes questions, à te pousser et éventuellement à sortir de cette zone. Ouais, te challenger en bienveillance, mais pour te faire voir Ouais, des angles, peut-être des angles morts. c'est ça, c'est Trop ça. bien, trop bien. Si c'est OK pour toi, j'aimerais qu'on avance dans une prochaine thématique qu'on pourrait appeler se préparer à un record, tu vois. J'aimerais qu'on creuse un peu l'intérieur avant l'inédit. Donc, tu vois, tu nous l'as dit, tu as évolué à un très haut niveau en ski de vitesse où il y a des enjeux de sécurité, de météo, de précision, de résultats aussi quand c'est le jour J. Et revenir aussi sur cette idée que quand on vise quelque chose qui n'a jamais été fait, donc c'est le propre d'avoir un record du monde, tu vois, l'idée que la préparation elle ne peut pas être que physique. Et ce qui m'intéresse là, c'est qu'on creuse ce qui se construit à l'intérieur pour toi, tu vois, un peu bien avant le jour J, mais tu vois, comment tu structures mentalement cette préparation quand l'objectif n'a jamais été atteint, et Mm. si tu as des exemples et des outils que tu perçois avoir mobilisés. Ok, alors il y a beaucoup de choses là qu'on pourrait dire, et beaucoup de questions là dans ta question. Alors moi je suis un cas un peu à part parce que comme tu l'as compris, entre le moment où j'arrête et le moment où je bats le record du monde, il s'écoule 1 mois et demi. Ouais. Pour autant, pour autant, mon ambition de gamin, c'était de battre le record du monde. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire en fait et ce que ça impliquait, hein. Et même si je n'ai rien gagné au tout début de ma carrière, j'ai quand même été dans cette démarche-là. Et je pense que c'est- tous les skieurs de vitesse ont ça en tête. Bien sûr, battre son record, bien sûr, se faire plaisir, bien sûr, repousser ses limites, mais in fine, ce dont rêvent, à mon sens, tous ceux qui démarrent l'activité, c'est de battre le record du monde un jour. Mhm. Ça, je pense, c'est universel. Du coup, je me suis quand même préparé et tout ce que j'ai fait convergeait vers cela. Et euh, ouais, enfin, je pense qu'en fait, voilà, le record du monde, c'est une sorte d'objectif suprême, de but, d'ambition, qui est assez énergisant et attractif pour que tout ce que tu fasses soit orienté vers cette destination finale. Mhm. Je vais être très concret. Quand je m'entraîne l'été, et je vais faire, au début de ma carrière, que j'allais faire du vélo et que je me tapais des cols des fois en plein été où tu chopais des averses de neige et ça arrive assez fréquemment. Tu te chopes la neige en plein été, t'es en cuissard court, etc. Et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Mhm. Mais le qu'est-ce que je fous là en fait, son sens est un peu plus loin. Si tu regardes le fait que tu es en train de pédaler sous la neige comme un couillon alors que les autres sont en train de bouffer une tartiflette, tu te dis ouais ok, j'ai mal choisi mon camp. Et quand tu le relis au fait que c'est peut-être ça qui va te faire gagner le dixième, même pas le centième de seconde qui va te permettre de gagner d'1 km/h devant les autres, alors là, ça prend tout son sens. Mhm. Et de manière générale, après on peut rentrer dans le détail, mais de manière très générale, je pourrais dire que j'ai même quasiment dire l'obsession d'un record du monde donne du sens à tout ce que tu fais, à tout ce que tu bouffes, entre guillemets, Mhm. comme chose qui pourrait ne pas sembler spontanément très sexy. Mhm. Voilà, de la muscu, des trucs ingrats, se taper des heures dans le garage pour les fabriquer telle ou telle chose, aller tordre ses bâtons, etc. Parce que ça reste quand même assez bizarrement
très artisanal, même Ok. si de l'extérieur, on a l'impression que c'est hyper technologique et ça sort de la NASA. En Ouais. fait, c'est fait dans les garages. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, c'est assez étonnant. Donc tu bricoles Ah certaines ouais, choses quand ouais, même. Ok. ouais. Mes premiers bâtons, juste pour information, j'étais étudiant. J'avais été acheter des bâtons chez Emmaüs. Ok. Et je n'avais rien, je n'avais ni cintreuse ni rien. Et je suis allé les tordre chez un voisin chez qui j'ai sonné que je connaissais pas. Et je suis allé les tordre sur une roue de secours. Waouh. Une roue de secours et je suis allé tordre mes bâtons là-dessus. C'était mes premiers bâtons, j'ai fait 231 avec ça. Voilà. Incroyable. Je suis allé chercher des cartons à ma banque. Ouais. Des cartons, j'ai acheté de la mousse expansive au magasin de bricolage et je me suis fait des ailerons qui, tu les regardes, tu dis mais c'est dégueu. Et après, bien rafistoler avec du scotch, tu mets ta combinaison dessus, tu scotches tout bien, t'as l'impression que ça sort de la NASA, quoi. Waouh. T'as l'impression que c'est des ingénieurs qu'on fait. Donc, tout ça pour dire que ce soit au niveau technologique, au niveau prépa mental, au niveau prépa physique, au niveau prépa matériel, tout ce que tu fais doit converger vers ce but ultime. Hmm. Et euh, en tout cas, c'est la conviction que j'en ressors, c'est que ce soit dans le sport ou dans tout autre domaine, quand il n'y a pas un but assez énergisant, assez attractif, c'est compliqué de faire converger toutes tes actions vers cette destination. Et, euh, et je m'attache, aussi bien pour moi que pour les autres, quand j'accompagne, à leur faire définir leur but, leur pourquoi vraiment énergisant. Ok. Pour Donc, s'assurer, pardon, ouais, juste pour s'assurer de la pérennité des actions et de la convergence des actions. donc si je décortique cette partie-là, donc tu veux dire si peut-être une personne à un moment donné lâche ou ne donne pas tout dans, tu vois, dans physique mental, c'est quoi? C'est que soit l'objectif n'est pas assez grand ou que ce n'est pas le bon objectif pour la personne. Alors, ça peut être une des causes, hein. C'est pas si binaire, mais chronologiquement parlant, oui, avoir un but qui soit clair et attractif. Un but clair et attractif. J'aime bien le terme d'énergisant, euh, qui donne assez d'envie. Mhm. Après, ça, c'est une condition nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. Si après, tu n'as pas la stratégie, tu n'as pas le plan d'action, ça sert à que dalle. Sinon, on est dans du rêve. Mhm. Si ce n'est que ça, c'est du rêve. Donc, il faut, à mon avis, le but attractif et il faut le plan d'action adéquat. Mhm. J'aime bien cette idée de passer du rêve et en fait, on peut y aller, on peut oser atteindre ses rêves. Donc, comment on met en place la structure autour de ça pour qu'un rêve devienne en fait un objectif concret, clair, énergisant, comme tu dis. Ouais, c'est ça. J'adore. C'est ça. Et que ce soit, tu vois, un objectif pour un sportif de haut niveau, individuel, Bien sûr. une équipe qui va au JO ou autre, c'est la même chose. Mais une équipe entreprise, c'est exactement la même chose. Mhm. Voilà. Quel est l'objectif d'un codir? Quel objectif? C'est quoi votre objectif? C'est quoi votre ambition? Mhm. Et c'est intéressant d'aller les faire bosser là-dessus et de leur faire trouver cette chose énergisante, collective, Collective, ouais. cette chose, pardon, qui va justifier toutes les actions individuelles qu'ils pourront mener dans le futur. Mhm. Complet. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être des routines mentales spécifiques? Tu vois, ça peut être des outils, des choses concrètes que tu mettais en place avant, tu vois, un événement à grands enjeux, une tentative de record. Tu vois, qu'est-ce que tu faisais concrètement? Alors, tu parles dans les jours d'avant, là, ou le jour même, peut-être? Le jour même, tu vois, et si ça peut Ouais. être un outil ou une clé concrète que, tu vois, un de nos auditeurs pourrait Ouais. partir avec, utiliser dans son quotidien. Si on fait un focus, on peut parler des 12 dernières heures. Si on faisait un focus, je trouve ça intéressant. Alors nous, on a la chance ou pas, ça dépend comment on voit les choses, euh, de farter nous-mêmes nos skis. Juste Mhm. pour information, ce sport de psychopathe, tu vas comprendre pourquoi, t'oblige pour 15 pour 15 secondes de run, c'est-à-dire le passage, le run dure 15 secondes. Hein. Ouais. T'es obligé de farter tes skis pendant 2 à 3 heures. Wow. Et comme tu ne sais pas précisément ce qu'il y aura le lendemain, il faut peut-être que tu en fartes 2 paires. Voilà. D'accord. Donc ça se cumule pas, c'est pas 2 fois 3 heures parce que tu fais ça croisé, mais bon, sur un pas de temps de 3-4 heures, 4-5 heures, bah, tu fais 2 paires. C'était la petite parenthèse pour justifier que ce sport était vraiment un sport de psychopathe. Du coup, si on fait un focus sur les 12 dernières heures, il y a tous les rituels qui vont te permettre de rentrer
dans ce qu'on appelle des routines ou des rituels. Et en fait, les rituels, ça rassure. Mhm. On se souvient tous de cette pub avec Zidane qui était dans un vestiaire et qui disait la chaussette gauche, puis la chaussette droite, etc. Bon, ok. Ben, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, comment dire, le fait de farter tes skis, certes, ça va impacter ta perf, mais ça te permet aussi de rentrer mentalement, émotionnellement, voire même physiquement dans ce que tu vas devoir accomplir demain. Mhm. J-1 avant le record du monde. Je gagne du coup la demi-finale aussi. Là, je gagne la demi-finale, donc je sais que je suis quand même pressenti le lendemain, comme avec 3-4 autres. Je suis sur les rangs pour battre le record du monde. Donc là, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. C'est-à-dire tu commences à faire les runs du lendemain. Tu commences à envisager les comment dire tous les scénarios. Mhm. Si je suis devant, si je suis derrière, s'il fait beau, s'il fait pas beau, s'il y a un nuage, etc. Et du coup, en tout cas, moi, c'est ma stratégie. Je commence de par ces rituels rassurants, le fartage, la préparation de mon corps aussi avec des étirements la veille au soir. Pendant que je fais cette préparation, pardonnez-moi, physique et matérielle, je fais aussi une sorte de préparation mentale où je me visualise. Ok. J'envisage les choses. Je vis les runs. J'envisage tous les scénarios pendant ces runs, tout ce qui pourrait se passer. Et je te donnerai une anecdote tout à l'heure sur le fait que parfois même, je ne peux même pas envisager tout ce qui pourrait se passer. Et je te donnerai des anecdotes sur le jour du record du monde. Ok. Du coup, tu rentres en fait dans une espèce de routine et de rituel qui va te permettre de rentrer mentalement, émotionnellement dans ce que tu dois faire. Mhm. Ce que je veux dire, c'est le fait de visualiser les runs, visualiser toute la compétition, c'est-à-dire les moments d'attente, les moments où tu accèdes au départ, les moments où tu vas te changer là-haut. Bref, tu visualises ces images. Mhm. Cette visualisation va te mettre dans un certain état émotionnel. Et comme tu vas envisager tous les scénarios dans ta tête, tu vas avoir tout un panel d'émotions dans la préparation, la veille par exemple. Mhm. Et alors tu fais pas ça que la veille, hein, tu fais ça toute l'année. Mais la veille, et c'est très symptomatique, parce que là, tu vas utiliser tous les outils que tu as vus. Et notamment, comment tu gérerais telle émotion si tel scénario arrivait. Et du coup, tout ça te permet en fait d'envisager tout un panel de choses, toute une possibilité de futur le lendemain, qui fait que le lendemain, si toutefois tel scénario arrivait, alors tu aurais, entre guillemets, un petit temps d'avance et tu aurais déjà une partie des réponses. Ouais. Déjà une Dire piste. Pardon. Déjà une piste Oui, c'est ça, c'est de ça. réaction à ça. Ouais. Et en fait, quand ton cerveau, en fait, a identifié a déjà imaginé certaines scènes, c'est le principe de la prépa mentale, et qu'il a apporté des réponses, on va dire, émotionnelles, voire physiques ou physiologiques à cela. Si tu as travaillé ça en amont, Mhm. le jour où ça t'arrive, la réaction est bien meilleure, est bien plus rapide, et bien plus ajustée et appropriée. Ouais. Et en fait, toute la préparation mentale de toute mon année me permet de répondre à toute éventualité le jour où ça va arriver Mhm. et le jour où on en a le plus besoin, c'est-à-dire le jour à fort enjeu, au départ d'un record du monde par exemple ou d'une finale d'un championnat du monde. Mhm. Ouais, j'adore ce que tu partages sur la visualisation. Je l'utilise beaucoup aussi en accompagnement et je trouve ce qui est clé là-dedans, c'est pas seulement d'imaginer mon best case scénario, mais tous les scénarios qui peuvent venir challenger. Tu vois, typiquement, je dois pitcher une présentation hyper importante et là, pas d'internet, je peux pas montrer mes slides. Comment je fais, tu vois? Et d'envisager tous ces scénarios, comme tu dis, ça permet vraiment d'avoir une richesse de prépa, d'anticipation, le jour J. Il y a un côté très intuitif qui est Oui, fondamental. c'est ça, c'est ça. Et c'est ça, enfin, je trouve ça assez magique et tellement surprenant sur le mental. C'est-à-dire que
Tu peux envisager tous les scénarios possibles, et ça va te donner un avantage concurrentiel incroyable le lendemain. C'est Mmh. quand même assez incroyable. Ouais. Bah, merci de partager ça. Et puis on avait dit tout à l'heure qu'on y reviendrait, mais sur l'idée de te mettre dans cet état de concentration, est-ce que tu as d'autres clés, d'autres outils que tu utilises à part le moment où tu fartes, la visualisation? Est-ce que tu as d'autres Alors, petits outils que tu ouais, utilises? alors ça, on pourrait dire, c'était plutôt, si je faisais un focus sur les 12 dernières heures, tu Ouais. avais toute cette partie, en fait, la veille au soir, de prépa, etc. Bon, après, tu as tout ce qui est sommeil, où là, c'est aussi fondamental en termes de récupération. Et puis après, le matin, tu travailles plutôt tôt, tu vas porter tes skis au pied de la piste, tu reviens à l'appart, tu petit-déj. Et tout ça, en fait, te permet, toutes ces choses te permettent de te mettre dans une sorte de cérémonial Mmh. qui va te permettre de délivrer le maximum de ton potentiel à l'instant T, Mmh. quand on aura besoin. Et je trouve ça extrêmement intéressant de se mettre dans les bonnes conditions, en fait, tout simplement. Et encore une fois, c'est des conditions que tu dois choisir. Euh, Moi, je suis assez partisan de ne plus rien subir. Alors, plus rien subir, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on est maître de tout ce qui se passe, mais ça veut dire on a de l'impact sur tout ce qui va se passer, même les choses qu'on ne pouvait imaginer. Je veux dire, je souhaite rester maître. Je souhaite rester stable émotionnellement en toutes circonstances. Mmh. Je ne veux plus être tributaire de X, Y ou Z. Je parle pas d'individus, pas que, je parle d'événements. Bien sûr. Donc, tout faire euh, pour que tu puisses exprimer ton potentiel quand tu as besoin de le faire. Mmh. Ça passe par quoi? Ça passe par des choix d'appartements dans les stations de ski qui soient judicieuses en termes de literie, en termes de nourriture, en termes de moments de fartage. Enfin, j'ai poussé, me semble-t-il, les curseurs à un instant assez loin pour limiter toutes les interférences possibles à la libération et à l'expression de mon potentiel. Mmh. Je ne supportais plus à un moment de mal dormir, de mal récupérer et de ne pas pouvoir, être au max de mes capacités. Ouais. Insupportable pour moi. Donc c'est un autre moment où tu as été capable de dire stop sur d'autres paramètres Ouais, plus précis. ouais, mais ça arrivait aussi en 2006 en fait. Ça Mmh. arrive en 2006 où là, quand je disais que je m'étais mis en inconfort, j'ai aussi fait des choix avec un principe de base, et c'est celui que je voulais te partager. Ouais. Un grand principe de base, c'est le principe du less is more. Moins pour plus. Mmh. Et en fait, quand j'ai décidé de changer de catégorie en 2006, là, j'ai opéré ce less is more de manière plus. OK. Concrètement, j'ai fait moins pour plus de choses. J'ai fait moins de fartage, alors que j'expliquais tout à l'heure l'intérêt du fartage. Ouais. Mais j'acceptais de réduire un peu la durée de mon fartage pour plus de sommeil. 1 heure de moins de fartage, plus de sommeil. Mmh. Et en fait, moins de consignes entendues de l'extérieur pour plus de concentration sur mes croyances et mes ressentis. Mmh. Moins pour plus. Moins pour plus. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai allégé en faisant du moins pour plus, less is more, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu gagner. OK. C'est l'allègement qui m'a permis de performer. J'en suis convaincu. Alors, si on reboucle avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, Ouais. il y a effectivement la capacité à faire réaction, inconfort, création, hein, Mmh. mais ceci a été aussi possible. La création est possible parce qu'il y a allègement, en fait. Bien sûr, il faut de l'espace. Il faut de l'espace. Donc, j'ai viré tous les trucs, tout ce qu'on me disait de faire, tous les principes d'hier. J'ai fait péter tout ça. Hein, Toutes les parce... injonctions qui pouvaient Oui, être exactement. présentes. Ouais. Exactement. J'ai sorti tout ça, oui, mais il faut absolument faire comme ci, faire comme ça. Stop. Mmh. Je fais un peu aussi comme je le sens. Voilà. Et à partir du moment où je me suis allégé, où j'ai mis mon énergie sur les bonnes choses, alors j'ai commencé à vraiment performer. Super intéressant sur le less is more. Ah, tu prêches un convaincu.
Si c'est OK pour toi, Mathieu, j'aimerais qu'on avance sur une prochaine thématique qu'on pourrait appeler de la solitude à la cohésion, tu vois, parce que ton sport, il était profondément solitaire d'un côté, et pourtant, ton parcours, il t'a amené vers le collectif, parce que donc, tu l'as dit, tu as encadré aussi des équipes en parallèle dans le secteur commercial, et j'aimerais qu'on échange, qu'on change d'échelle un petit peu, et qu'on parle de ce passage du jeu au nous, qui est un sujet qui me fascine particulièrement en ce moment, et que tu nous dises sur peut-être qu'est-ce que le sport individuel, toi, t'as appris sur le fonctionnement des équipes, du collectif, des groupes. Ouais. Alors, sujet aussi hyper passionnant, le jeu et le nous. Alors, juste pour info, alors j'ai fait un sport individuel, non pas parce que je suis un individualiste, mais ça s'est trouvé comme ça. C'est que mon rêve de gosse, c'était de faire cette activité. J'ai pas réfléchi si c'était individuel ou collectif. J'ai voulu faire cette activité. C'est juste pour tordre le cou un petit peu au fait que sport individuel, donc égocentré, etc. Ouais. De fait, tu l'es un peu de par l'activité, c'est sûr. Tu vois, j'accompagne une nageuse de haut niveau. Elle a un staff autour d'elle, mais au final, c'est sa performance. On est d'accord. Moi, c'était un peu pareil. Au final, c'est ma perf, certes. Donc, il y a une petite dimension un peu égocentrée, effectivement, dans les sports individuels. On en retrouve aussi dans les sports collectifs, des égocentrés. Bien sûr. Bon, mais c'était la petite parenthèse. Et juste pour info, moi, en fait, je suis un passionné par les équipes. Mais vraiment, c'est une passion. Je pense que, j'ai toujours été passionné par ces équipes très tôt. J'ai appartenu à des équipes et j'avais toujours cette posture un peu, je suis dedans, mais je suis aussi un peu en hauteur et je regarde. Et je pense que de manière très intuitive, très très jeune, j'ai été en colo très très tôt. J'ai fait une 50aine de colos en tout en tant que colon et animateur. Après, j'ai encadré très tôt. J'ai été responsable d'équipe très tôt en parallèle de mes études. Bref, j'ai une appétence en fait pour la mécanique des équipes. C'est vraiment ma passion. Déjà, il y a une chose, il y a quelques principes de base. C'est-à-dire que pour moi, il y a un substrat identique si on souhaite de la performance, individuelle ou collective. Il y a des principes de base qui sont, on va dire, immuables. Par exemple, la recherche du détail, que ce soit individuel ou collectif. On ne gagne pas en faisant 90% de bonnes choses, on va gagner sur les derniers pourcents. Ça, c'est universel. Après, les clés individuelles ou collectives sont différentes, mais le principe de base est le même. J'en parlais tout à l'heure, mais je pourrais dire en deux, la capacité aussi à s'alléger. Individuellement ou collectivement, c'est parce qu'on va s'alléger qu'on va pouvoir aller vers de nouvelles sphères de performance. Si j'en avais un troisième, je pourrais dire que l'énergie est fondamentale. Si tu veux atteindre la perf individuelle ou collective, il va falloir développer l'énergie. L'énergie individuelle, mentale, émotionnelle, physique, relationnelle, mais aussi l'énergie collective. Du coup, tu vois, ça fait trois principes là, que je viens de te donner qui pour moi sont des substrats communs. Et du coup, aujourd'hui, quand tu accompagnes une équipe, par quoi tu commences en priorité? Ouais. Je vais t'en donner un quatrième. Allez, le bonus. T'en as un quatrième. J'ai une conviction profonde, c'est que le talent ne suffit pas pour performer. Le talent, c'est bien, il en faut, mais on connaît beaucoup de personnes talentueuses qui ne performent pas et beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup de talent qui performent. Et alors, le top, c'est d'avoir du talent et d'arriver à le délivrer en toutes circonstances. Et c'est en ça que l'énergie, selon moi, est fondamentale. C'est coupler le talent d'un individu avec son énergie qui va permettre d'exploiter tout ce potentiel. Voilà. Et ça, c'est valable aussi bien au niveau individuel que collectif. Est-ce que dans une équipe, les individus ont tous envie de mettre au pot commun leur talent au bénéfice de cette équipe? Au service du groupe. Exactement. De la mission collective. Donc ça, c'était le quatrième point. Ok. Et du coup, je vais bien répondre à ton autre question. Alors du coup, c'était quand tu accompagnes une équipe, là, aujourd'hui, par quoi tu commences en priorité? La première chose par laquelle je commence, alors il y a plusieurs portes d'entrée, mais on peut démarrer par exemple par la porte d'entrée de l'énergie.
Ok. et de la performance. Voilà. C'est-à-dire aller les faire s'auto-évaluer sur leur relation à la performance, où est-ce qu'ils en sont selon eux, de leur niveau de performance. Et il y a plusieurs niveaux de performance. Et de manière induite, c'est-à-dire quel niveau d'énergie consomment-ils ou récupèrent-ils Hmm. de leur fonctionnement collectif. Donc ça peut être une première porte d'entrée. La performance et l'énergie. Ok. Donc là, il y a des outils très simples qui permettent d'aller mesurer cela et les faire s'auto-évaluer dans le but de prendre conscience. Et on sait tous que la prise de conscience est le premier pas vers l'évolution et le changement. Mhm. Ok. Donc on a cet outil-là, en tout cas cet axe-là. Est-ce que tu en vois un autre par lequel, tu vois, Ouais, quand tu scannes un peu un groupe, un collectif sur lequel tu te dis, ouais, donc là, il y a la partie ouais, énergie. Ensuite, ouais. qu'est-ce que tu vas aller chercher, regarder, observer? Alors, effectivement, au premier point, il y a la partie performance énergie. Et puis, le deuxième point, c'est, on va dire, les quelques ingrédients qui font la cohésion et la solidité d'une équipe. Voilà, ces ingrédients sont identifiés. Et ce qui est intéressant, là aussi, c'est de les faire s'auto-évaluer sur chacun des ingrédients qui sont constitutifs d'une cohésion et d'un engagement dans l'équipe dans laquelle ils sont et à laquelle ils appartiennent. Voilà. Mhm. Super intéressant. Super intéressant. Et si j'avais en donné un, par exemple, voilà, quel est notre objectif commun? Et là, je renvoie sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Quel est l'objectif commun qui soit, un, par définition commun? Ça peut paraître assez bizarre de dire ça, mais quand tu questionnes souvent sur les objectifs dans une équipe, on peut avoir de la disparité. Ouais. Donc déjà, là, il y a problème. Et c'est revenir Euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure, le tronc commun, tu sais, oui, et le reste. oui, oui. Et s'assurer que dans ce tronc commun, l'ingrédient objectif soit bien commun, d'une part, et surtout soit bien énergisant d'autre part. Et là, je nous renvoie vers ce qu'on se disait sur l'attractivité de quelque chose qui soit énergisant. Hmm. Donc voilà par exemple deux portes d'entrée par lesquelles je commence, mais il y a tellement d'ingrédients euh, qui viennent ensuite, mais voilà les deux portes d'entrée, ouais. Ok. Énergie perf, et puis les fondements de la cohésion avec un diag sur tous les ingrédients. Super intéressant. Mm. Et selon toi, quels sont les leviers collectifs que tu arrives à observer comme étant les plus puissants? Est-ce que c'est les deux choses dont tu viens de nous parler ou est-ce que tu vois autre chose? Vraiment, tu dis, waouh, ça à chaque fois, c'est d'une puissance dingue. J'aime bien rentrer par ça. Ouais. Alors je le fais, enfin c'est pas parce que j'aime bien que je le fais, Mhm. c'est parce que ça ouvre en fait sur un diagnostic qui va nous permettre d'ouvrir d'autres portes d'entrée derrière qui sont multiples. Mhm. Et après, il y a plein de portes d'entrée. Mais ces deux-là, je réfléchis, mais avec quasiment 25 ans d'expérience là sur l'accompagnement d'équipe, c'est celles qui m'apparaissent être les plus puissantes. Trop bien. Ok. Ouais, ouais, c'est les plus puissantes. Après, elles ouvrent sur d'autres horizons, hein. Mais pour moi, c'est la base. C'est la Hmm. base. C'est les fondamentaux. Trop bien. Et il y a deux choses qui me viennent en tête. J'aimerais bien qu'on prenne un moment pour parler de performance durable, mais aussi, c'est ce paradoxe entre le ski, la vitesse, la discipline, mais aussi l'importance, alors on l'a vu entre les lignes dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais de savoir ralentir aussi, tu vois. Ouais. Je sais pas, si on commence peut-être par ça, comment tu reçois cette partie-là de le paradoxe entre aller toujours plus vite, et toi, ta discipline est un bon exemple avec ce record du monde, mais d'un autre côté, tu sais, aller contre les injonctions aussi du monde actuel où il faut performer, il faut aller vite, etc. Mm. Et avec tous les dommages collatéraux de s'oublier, de s'abîmer aussi. Ouais, ouais, carrément. Ouais, alors effectivement, là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est fondamental et qui pourrait prêter à confusion spontanément. C'est le fait d'aller vite et le fait... Mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh,
tu disais ça peut prêter à confusion le Oui, fait. ça peut prêter à confusion. C'est-à-dire que, comment dire, aujourd'hui, en fait, dans le monde business, tout s'accélère, tout va très vite. Et en fait, on est dans une sorte d'emballement où en fait, on peut se laisser prendre dans le truc, dans le flow, et du coup, de courir un peu comme tout le monde. Tu sais, quand t'es dans le métro à Paris, t'as pas envie de courir, mais comme tout le monde court, tu cours, quoi. Pourquoi tu T'es sur cours? les Parce escaliers que roulants, bah ouais, t'es dans le mouvement, donc je suis le seul, bon bah j'y vais, je cours aussi. Non mais blague à part, tout le monde, enfin tout va très vite et tout confine au fait que tout s'accélère. Et c'est assez paradoxal. C'est que pour performer et aller vite, et ben en fait il faut s'arrêter. less is more. Ouais, D'un exactement. côté, ouais. Exactement. Il y a un coach là que j'ai rencontré qui a été un mentor qui m'a beaucoup inspiré et il parlait des arrêts en fait. Il parlait des pit stops comme en Formule 1. Et c'est exactement ça. En fait, quand t'es dans une course de Formule 1, la Formule 1 veut gagner la course. Il faut qu'elle aille vite sur la piste. Mais pour aller vite, elle doit s'arrêter. Elle doit faire des arrêts au stand. Et moi, dans mon activité de ski, l'objectif, c'est d'aller vite. Mais je vais vite sur des temps qui sont définis, sur des temps qui sont codifiés. Et c'est parce que j'ai programmé des arrêts dans lesquels je vais me préparer mentalement, physiquement, etc. C'est parce que j'ai ça, c'est parce que je m'arrête, que je peux aller très vite et performer. Sauf que, donc ça, on peut dire qu'il y a une certaine dichotomie dans mon activité. Je m'arrête, je recharge, je m'énergise, je me prépare. Du coup, après, je suis sur la piste et je performe et je vais vite. Formule 1, même combat. Formule 1, ça dure 1h30, un Grand Prix. Hein. Ouais, nous, c'est 15 secondes. Ouais, bon, voilà. En entreprise, ce que je vois, c'est qu'il y a un mix des deux, globalement. Je veux dire, je ne veux pas généraliser, mais globalement, il y a un mix des deux. C'est-à-dire que on culpabilise un peu à s'arrêter, individuellement ou collectivement, pour affiner tout ce qui permettrait de nous faire performer. Parce que du coup, il faut qu'on aille vite. Mais alors du coup, on court un peu tout le temps, peut-être un peu moins vite, mais on s'arrête jamais. Donc en fait, on est dans un marathon qui n'est pas couru dans un temps de 2 heures, mais couru sur 3 heures, mais qui va durer toute l'année. Donc on est sur... On est entre deux chaises tout le temps, en fait. Ouais, du coup, je vois en entreprise le drame, mais je le vois aussi dans le sport, en fait. Je le vois dans le sport. Quand on voit le nombre de burn-out qu'il y a auprès de sportifs de haut niveau, c'est assez effrayant. On a plein d'exemples. Hein. Simone Biles, là, la gymnaste américaine, notre française aussi, là, Dos Santos de mémoire. Ouais, puis il y a beaucoup. Je trouve que la parole se libère dans le secteur du sport aujourd'hui. Il y a notamment Raphaël Varane, Samuel Umtiti qui ont beaucoup partagé sur l'état un peu de dépression ou de santé mentale, de burn-out. Et je trouve ça bien, justement, que des gens médiatisés aussi en parlent, sortent le tabou autour de ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et en entreprise, du coup, il y a une sorte d'entre-deux, et on n'est pas à l'aise soit à s'arrêter, soit à vraiment hyper performer. Du coup, on en fait une espèce d'entre-deux qui, en fait, est délétère, au final. Et moi, je suis plutôt partisan de temps extrêmement tranchés. Il y a des moments de vestiaire, tu recharges, et tu as des moments où tu joues. Et aujourd'hui, on va dire que la plupart de mes accompagnements collectifs, sport-entreprise, c'est sur ces rythmes-là. À arriver à structurer ça, ouais. À faire définir l'individu ou le collectif, quels sont tes ou vos propres arrêts au stand, en fait. Oui, c'est ça, absolument. Trop bien. Et du coup, on parlait de ce paradoxe-là, mais si on continue sur la performance, à quel moment, toi, tu as pu observer que la performance pouvait aussi devenir toxique, tu vois, dans ce que tu as observé des entreprises ou même en individuel? Dans mon activité, je vais répondre sur à plusieurs niveaux. Dans mon activité, sport, pardon, j'entends, je ne crois pas qu'il y ait eu, je ne vois pas de choses toxiques. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu d'argent dans ce sport-là.
Du coup, pas besoin d'avoir de choses toxiques au sens propre comme au sens figuré. Mmh. Je parle de dopage, je parle de toutes ces choses-là. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas, et je vois même pas quel pourrait être l'intérêt. Mmh. Alors, voilà. Alors dans d'autres sports, je vais pas m'avancer, mais on peut voir, en tout cas c'est connu dans la presse, effectivement, que dès que les enjeux sont importants, on voit des pratiques qui peuvent être toxiques. Je parle pas que du dopage, hein. Il y a le dopage, mais enfin il y a le dopage avec les produits, il y a le dopage mécanique, il y a du dopage mental aussi maintenant qu'on commence à voir apparaître. Et puis et ce même à des niveaux qui sont pas forcément très élevés. Mmh. Du coup là on pourrait probablement parler de toxicité liée à la performance. Mmh. C'était ça ta question, hein, je Ouais, me tout trompe à pas. fait. Ouais, Ouais. ouais. Voilà. En entreprise, ce qui peut être toxique, c'est le rapport à la performance et le management induit par la performance souhaitée et voulue. Et alors là non plus, je ne veux pas généraliser, mais on peut rencontrer des comportements et des attitudes et des postures qui sont, elles, toxiques par méconnaissance du fonctionnement des individus et des équipes. C'est-à-dire que pousser des individus à atteindre telle performance, etc., mais sans se soucier de la définition de leur potentiel, de connaître leur zone de talent, etc., ça, c'est toxique. On va les tuer, entre guillemets. On va les cramer. Ouais. On les crame, ouais. Et du coup, pour moi, la toxicité que je peux voir en entreprise, en tout cas avec mon prisme et avec ce que je vois ou ce qui me frappe le plus, c'est la toxicité dans les relations humaines et notamment dans la manière de manager et d'embarquer les équipes. Ouais. Mmh. Et les individus. D'où le rôle important et précieux du manager et cette compréhension aussi, cette capacité de lecture des enjeux de performance collective de la mission de l'entreprise, mais de l'unicité, ça revient à ce qu'on dit, aussi de la personne que j'ai en face de moi et comment Ouais. je l'encadre. Ouais. Et du coup, moi, je travaille beaucoup, notamment avec des codires ou autres, pour définir la culture avant dans les entreprises, afin qu'ils puissent, euh, définir et cascader ce qu'ils aimeraient voir en termes d'attitude, de comportement et de rapport, notamment à cette performance, pour qu'ensuite les managers et les collaborateurs puissent se mouvoir dans un cadre un peu plus sécure. L'importance du cadre aussi, ce que j'entends là-dedans. Complètement. Et complètement. Ouais. Ouais. Parce que c'est le cadre, en fait, et la nature du cadre qui va avoir une incidence sur les relations interpersonnelles. Et notamment le management, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, ça me fait penser à une question. Toi, quelles pratiques permettent, selon toi, de réellement durer dans le temps, tu vois, qu'on soit... on peut aller dans les deux sphères, hein, sportive, entreprise, mais tu vois, intuitivement, qu'est-ce qui devient L'énergie. énergie? L'énergie individuelle et l'énergie collective. C'est un vrai défi que d'arriver à développer, maintenir une énergie qui soit durable. Une énergie collective, l'envie de rallier des choses ensemble, le plaisir à travailler ensemble, c'est une sorte d'énergie. L'énergie récupérée dans les moments d'arrêt, de pause, dont on parlait tout à l'heure, collectivement, mais aussi l'énergie individuelle. Comment faire que chaque individu puisse se développer dans son poste, même s'il ne change pas de poste. Comment il arrive à se développer dans un poste que peut-être il va avoir 10, 15 ou 20 ans. Et même si je n'ai pas de promotion, comment j'arrive à me renouveler et à progresser. La progression n'est pas forcément synonyme de promotion. Ah là, tu mets doigt sur un truc qui est essentiel pour moi, c'est que moi, je l'ai beaucoup observé dans les milieux tech, start-up, licorne, etc. Et c'est souvent des publics assez jeunes, hein, mais la récompense, c'est que quelqu'un qui est un bon performeur accède à un rôle de management et d'encadrement d'équipe sans être du tout accompagné là-dedans. Et ce que j'ai pu observer, mais c'est catastrophique sur les dégâts Ouais. que ça crée.
Ouais, c'est ça. C'est comme si dans une équipe sportive, on prenait le meilleur joueur techniquement et qu'on le mettait capitaine. C'est des compétences complètement différentes. Ouais. Et, euh, et je vois des entreprises aujourd'hui qui ont fait l'erreur de rentrer dans ce fonctionnement-là parce qu'ils savaient pas comment faire autrement. Bah, on va promouvoir un tel parce que ça fait 15 ans qu'il a et que c'est le meilleur performeur. Ok, mais est-ce que c'est un bon manager? Je sais pas, mais comme on va louer ses services rendus à la nation, donc on va le promouvoir manager. Ah ok. Ouais. Et après, tu vois les drames. Du coup, bon, bah alors maintenant, cette personne-là, on peut plus la laisser manager. Il va falloir qu'on lui trouve un poste. Enfin bref, on rentre dans des trucs d'une complexité redoutable. C'est une différence fondamentale entre le sport et l'entreprise. Alors, il y a plein d'analogies entre le sport et l'entreprise. Hein. Le souci de la performance, la pression qui est très forte, etc. Mais il y a aussi des choses qui diffèrent entre les deux. Alors, je dis pas, il n'y a pas de jugement. Hein. Je ne sais pas que c'est bien ou moins bien, mais il y a des différences. Et en sport, c'est vrai qu'il y a une certaine souplesse et facilité à ne pas sélectionner quelqu'un ou à ne plus sélectionner quelqu'un dans une équipe nationale, par exemple, sur le prochain match parce que soit il n'a pas fait l'affaire, soit parce qu'il est en méforme, etc. En entreprise, on est obligé de faire avec les équipes en présence. Alors c'est bien pour d'autres raisons. Hein. Je suis pas en train de rentrer dans des détails philosophiques ou sociétaux, mais cette souplesse qu'a le sport, c'est-à-dire qu'on va prendre le meilleur à l'instant T pour faire la meilleure équipe dans la tête du sélectionneur. Voilà, je pense à l'équipe de rugby avec Fabien Galtier qui sur certains matchs l'année passée n'a pas sélectionné pendant 1 ou 2 matchs un joueur qui avait été lui-même capitaine et qui l'a renommé 2 matchs après et qui a fait des matchs incroyables. Bon voilà, enfin cette souplesse est quand même hyper intéressante. Alors on peut pas faire ça en entreprise. Non. Mais on pourrait peut-être s'inspirer de ce côté que je trouve, fondamental. C'est-à-dire que le maillot ne devrait pas être la propriété de l'un ou de l'autre. Dans l'entreprise, on peut avoir, mais en sport aussi, hein, des individus qui se sentent propriétaires. Oui, mais bon, moi j'ai le numéro 10 dans le dos, il faut que je joue tout le match, et si je sors 10 minutes avant la fin, je vais taper dans les bouteilles d'eau et montrer mon insatisfaction à tout le monde. Je ne vise personne. Voilà, c'est insupportable comme comportement. Insupportable. C'est là qu'il y a aussi la place de l'ego aussi. Oui, c'est ça. Alors l'ego, ça peut être super intéressant l'ego. Hein. Ouais, c'est intéressant parce que c'est un levier sur lequel tu peux t'appuyer, mais par contre, c'est la place. Ouais, c'est la place de l'ego. Voilà. Et quel niveau d'ego. Bon, bref. Ouais. Il y a plein de. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs, des personnalités avec de l'ego. C'est intéressant. Mais ça doit quand même être cadré. Et ce que je trouve, enfin, moi, dans l'activité, ce qui me plaît dans l'accompagnement des équipes, c'est arriver à mettre ses égos au service d'un collectif. Ça, c'est ma grande passion. Ouais. C'est comment faire. Et ça, j'adore. Et justement, alors, comment faire? Est-ce que tu as des pistes Alors, c'est difficile. Là, il n'y a pas de recette magique, mais on peut dire que les grands principes de base, ça va être sur l'état d'esprit, en fait. S'il y avait une chose sur laquelle on peut jouer, c'est leur état d'esprit. C'est comment on arrive à faire qu'un individu qui est égocentré puisse être centré sur autre chose que son propre nombril. Et ça ne passe que par état d'esprit. Et ça, c'est un travail, tu vois, de rendre l'individu de plus en plus malléable. Bon, voilà. Mais l'idée en filigrane, c'est quand même bien de travailler sur son état d'esprit. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Hein. Y en a qui sont trop retors et qui ont une envie de jouer seul qui est supérieure à celle de jouer en équipe. Pas de problème. Mais par contre, soit tu changes de club, soit tu changes de sport. J'aime bien aussi cette idée que c'est pas forcément les 11 meilleurs joueurs qui font la meilleure équipe. Ah oui, non. C'est les joueurs complémentaires. Oui. Et alors, on a plein d'exemples, que ce soit dans le foot, mais aussi en entreprise. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as le plus à cœur de transmettre là au moment où tu en es de ta vie, tu vois?
quand je prends de la hauteur vraiment sur tout ce que je fais, que ce soit dans le monde du sport, où j'accompagne aussi en tant que préparateur mental dans le sport, ou dans le monde de l'entreprise, en fait, euh, j'ai envie de dire que les individus soient 100% autonomes, 100% acteurs de tout ce qu'ils font, et notamment de leur capacité à manager leur propre énergie. Je pense qu'en fait, tout ce qui m'anime aujourd'hui est comment dire, et avec cette entité-là, avec ce chapeau-là, en fait, j'ai envie de dire. Il y a ça qui est au-dessus de tout pour moi. C'est comment faire devenir les individus 100% acteurs de ce qu'ils font, donc versus ne pas subir, ne pas être des spectateurs ou des victimes. Donc, je suis 100% acteur de moi, de mon énergie. Il n'y a pas de fatalité. Et ce, aussi bien pour moi en tant qu'individu que pour moi faisant partie d'une équipe. Voilà. Et du coup, je pense que c'est ça qui chapeaute l'ensemble. Tu vois, quand je te dis 100% acteur, je vais donner un exemple. Je rencontre forcément des individus de tout âge, dans les entreprises, et j'en vois certains qui me disent « Oh, mais tu sais, à 50 ans, etc. » Quoi, 50 ans Comme s'il y avait une fatalité au fait que 50 ans, de fait, c'est normal que je sois dans cet état-là, c'est normal que j'ai cette physiologie-là, c'est normal que je sois dans cet état d'esprit-là. Non. Enfin, moi, je suis pas OK. Alors après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais je suis là, un, pour les challenger, et deux, pour leur donner des clés pour qu'ils deviennent ou redeviennent acteurs de toutes ces choses-là. Acteurs de ma physiologie, en mangeant bien, buvant bien, etc., en me bougeant un petit peu. Acteurs de mes relations avec les autres. Acteurs de la gestion de mes propres émotions. Et ça, ouais, je crois que c'est ce qui donne du sens aujourd'hui à ce que je fais, avec en toile de fond quand même la performance, mais pas la performance à tout prix, pas la performance où tu te crames, mais la performance où la performance te génère du positif, aussi en termes d'énergie. Où tu t'éclates et où tu apprends et où tu te respectes aussi, au passage. Oui, et en gérant ton stock d'énergie, sans se cramer. Ce que gagner en étant cramé au final et faire un burn-out, je sais pas si c'est très intéressant. Je sais pas si on gagne le jeu long ou moyen. Oui, non, c'est ça. Et c'est exactement ça. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est le côté pérenne des choses. Et c'est la performance pérenne qui m'intéresse. Sur lequel, en tout cas, je mets l'accent. Ouais. Et est-ce que tu aurais un petit outil, une petite clé que tu aimerais nous transmettre sur cette idée de gestion des émotions, en particulier avant qu'on rentre tranquillement un peu dans la conclusion de notre temps ensemble? Ouais. Après, là, sur la gestion des émotions et sur l'intelligence émotionnelle, on a quand même celui qui a créé ce terme-là, qui est Daniel Goleman, qui nous a donné toutes les clés. Et je pense qu'il faut aller sur des choses très simples. Déjà qu'on puisse être tous intelligents émotionnellement. Être intelligent émotionnellement, ça veut dire être capable d'identifier nos états émotionnels, de savoir les décrypter et de savoir qu'en faire. Déjà, si on fait basique, et il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, si on fait basique et qu'on est tous un peu plus forts émotionnellement et qu'on ne subit pas, là déjà on va franchir un grand pas. Ne pas être tributaire, mais être acteur. Et être intelligent, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'émotions, ça veut dire ne pas les subir, et ça veut dire ne pas en être esclave. À mon sens. On revient beaucoup à ce mode réaction versus création, sous différentes formes aussi, je trouve, à travers ça. Ouais. Et quand je vois, alors surtout en entreprise, quand je regarde un peu les axes, et quand je fais des diagnostics où je vois les axes les plus faibles, dans 80% des cas, c'est plutôt l'axe émotionnel qui pêche. La capacité à gérer ses propres émotions, à pas savoir que faire, etc. Ouais.
à Ça, sortir ouais, d'un cercle émotionnel qui te met pas bien. ouais. Mm. Donc déjà, voilà, si, ouais, Ouais. je répondrai l'intelligence émotionnelle. Ok, Mm. génial. Alors, on arrive tranquillement à la fin de ce bon moment ensemble. Et tu sais, j'ai un petit rituel de fin que je fais avec mes invités, avec des petites questions qui reviennent à chaque fois. Et la première, ça serait, est-ce que tu aurais un livre à nous partager qui a particulièrement fait écho chez toi, dont tu es fan? Voilà. Ouais. Alors, il y a plein de livres, forcément. Moi, je suis un fan d'Alexandre Dumas, donc je pourrais citer des ouvrages de Dumas, mais euh, plutôt par rapport à nos sujets, Ouais. j'aurais envie de donner un livre de Jacques Salomé qui s'appelle Le courage d'être soi. Ok. Et c'est un ouvrage que j'ai vraiment adoré, alors qui est tombé peut-être à un moment de ma vie enfin voilà, qui résonnait très fortement. Mais le courage d'être soi, c'est des choses extrêmement simples, extrêmement basiques sur nos besoins, etc. Et savoir s'écouter. Et en filigrane, alors du coup je l'analyse comme ça maintenant, ça te permet aussi d'être 100% acteur. Et on parlait tout à l'heure du switch que j'ai fait dans mon sport, et je pense qu'à un moment j'ai eu le courage d'être moi, et c'est pour ça aussi que j'ai performé. Hmm. C'est parce que j'ai eu le courage et de changer et d'être moi, en toute humilité. Hmm. Et c'est aussi pour ça que j'ai performé. Voilà. Donc le courage d'être soi de Jacques Salomé. Trop bien. Trop bien. Ouais. Est-ce que tu as une phrase, un mantra ou même une citation, tu vois, que tu aimes bien revisiter de temps en temps et qui te donne, je sais pas, la patate ou Ouais, de la ouais. puissance ou de l'inspiration? Ouais. Alors en fait, c'est une phrase qui est la suivante, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Hmm. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et ce que je trouve intéressant dans cette phrase, c'est du coup le côté sans limite. Tout est possible, en fait, rien d'impossible. Et puis, le début de la phrase, c'est à cœur vaillant. Donc, on revient aussi sur la dimension cœur, l'enthousiasme, le plaisir, l'émotion, et que cet aspect soit vaillant. Alors, j'ai pas de mérite sur cette phrase parce que elle a été prononcée par Jacques Coeur, qui était originaire de la ville dont je suis moi-même originaire, Bourges. D'accord. Et du coup, depuis tout petit, j'étais suriné à cette phrase, mais qui en fait me parle et qui a toujours du sens aujourd'hui. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ouais. Qui fait bien écho pour toi. Ok. Ouais, Trop bien. ouais, ouais. Est-ce que tu as une musique, je sais pas, peut-être que tu écoutais avant un moment clé d'une descente ou pas forcément, quelque chose qui te parle, tu vois? Ouais, alors en fait, je vais parler de musique. Alors, je suis aussi un passionné de musique, donc plein de musique, mais je vais peut-être faire focus sur une ou deux musiques que j'écoute principalement pendant les compètes et principalement quand je suis sur le télésiège qui m'amène au départ, juste avant de prendre part à une compétition, à un départ. Et j'aime bien en fait les musiques qui sont extrêmement, enfin qui viennent du cœur, qui viennent des tripes et sur des personnes qui ont des choses à dire. Alors de manière un peu peut-être violente ou véhémente, sait-on jamais. Il y a un groupe comme ça qui me vient, Trust. J'adore Trust. Ok. Sur ces moments-là. Ok. Alors c'est très péchu, c'est très. Alors je parle même pas de leurs idées, hein, c'est pas le débat, mais je sens qu'il y a une rage, je sens qu'il y a une urgence Ouais. chez lui en l'occurrence là, et du coup chez le groupe, qui me touche. Et puis en plus musicalement j'aime bien, c'est très très péchu. Ouais. Et puis un autre groupe que j'ai découvert qui pour moi est le numéro un des groupes, c'est le groupe Archive, Mhm. qui est, euh, qui est un groupe de rock progressif, mais d'une puissance. Alors là, c'est moins violent que Trust, mais c'est d'une puissance incroyable. Enfin, pour moi, ça va chercher toutes mes cellules. Ouais. Et la plupart de leurs chansons me transportent. Leur musique avec ce côté progressif et très long. Mhm. Il y a une ou deux chansons que tout le monde connaît forcément d'eux, Ok. qui durent 10-15 minutes. C'est très progressif, c'est extrêmement puissant. Ok. Voilà. Chouette, bah, j'irai écouter ça. Ouais. Et du coup, la petite dernière, c'est quel message tu aimerais laisser aujourd'hui à ton toi d'il y a 20 ans, peut-être? Fort de toutes les choses que tu as compris, apprises, Ouais. tu vois? Ose, vas-y, fonce, le courage d'être soi. On y revient, le courage d'être soi. Ouais, 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 ouais. Oser, ouais, oser, foncer. Donc il y a le côté vitesse. Mhm.
Et puis oser sortir, oser faire un peu nouveau. Ouais, ose, fonce. Vas-y. Mm. Sortir Voilà. du confort aussi. Ça. Ouais, aussi, sortir du confort. Ouais, ouais. Et s'écouter. S'écouter aussi bien soi, son intuition, mais aussi ses besoins de sources énergétiques qui vont permettre de te recharger. Trop bien. Voilà. Génial. Bah, c'est un joli mot de la fin. En tout cas, Mathieu, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu as donné, partagé aujourd'hui, ta lucidité, tes apprentissages, la justesse de revenir sur ton parcours, des moments clés, ce que tu as dit aussi sur la performance, l'énergie. C'était trop, trop chouette d'échanger avec toi. Eh ben, merci à toi. Merci pour ce moment. Et puis, à bientôt peut-être, en tout Je cas. l'espère. Voilà. Merci.